Ce shiur dédié pour l'élection de l'âme de Shdema Bat Hana, la question de David. Alors une personne qui est à la yeshiva ou qui n'est pas à la yeshiva, comment on pourrait savoir exactement qu'est-ce qu'elle doit faire dans la vie, soit étudier, ne pas étudier, et quand on est une fois à la yeshiva, est-ce qu'on doit faire avrer, pas avrer? Comment on pourrait savoir exactement ce qu'on doit faire? Bon, la réponse, c'est très nuancé. Tout dépend qui, quoi et quand. Le Rav Shach avait dit par exemple, pour ceux qui ont déjà entrepris des études, il a on va dire sa deuxième, troisième, quatrième année de fac, il y en a qui ont fait tchouva, ont voulu tout balancer, arrêter et venir à la yeshiva. Le Rav Shach a dit non. Il faut finir les études, puis après tu feras ce que tu voudras. Par exemple. Maintenant, il y a, on va dire en gros, on va pas plus dans le détail. Les gens qui sont faits pour l'étude à journée pleine, et qui ne sont pas faits pour ça. Pas tout le monde est fait pour s'asseoir sur un banc, étudier 4 heures de Torah le matin, 3 heures le soir, 3 heures l'après-midi, des fois encore le kollel du soir. Il faut être scolaire, il faut aimer ça. Il y en a qui, on appelle ça en hébreu des kotsim, ils ont des épines dans le postérieur et ils ne tiennent pas longtemps assis. Pas forcément des hyperactifs. Déjà pour qui c'est dur de rester assis longtemps. Et aussi de l'amour de la Torah, à quel point il est grand. Idéalement, et quand l'époque messianique sera là, donc très bientôt, tous les juifs vont être assis toute la journée en train d'étudier. Mais il y aura un dévoilement de Hachem tellement grand qu'on se rendra compte de la valeur de la Torah. Le Or HaChaim HaKadosh dit, si les gens se rendaient compte de la douceur de la Torah, ils deviendraient fous. Ils couraient derrière elle comme des fous, tellement c'est bon. Parce qu'il n'y a rien de meilleur. Toutes les choses meilleures qu'il y a sur Terre, elles sont bonnes. Les choses meilleures qu'il puisse y avoir, elles sont très très bonnes. Qui les a créées? Hachem. Hachem qui est capable de donner dans un produit une chose qui est bonne, dans un être, dans une nourriture, quelque chose qui est un bon plaisir. Lui-même, qui est la source de ce plaisir-là, c'est clair qu'il vaut bien plus que tout cela. Donc quand on se rendra compte à l'époque messianique, aujourd'hui c'est caché, mais quand on se rendra compte à l'époque messianique de la douceur, de la bonté, du plaisir de la Torah, on va courir après. Ceux qui déjà arrivent ici, dans leur situation déjà à tomber amoureux de la Torah, il y en a, c'est tous les Bnei Torah que toi aujourd'hui, d'accord? Plus quelqu'un est amoureux de la Torah, les grands de Torah, pour le Rav Yosef, d'accord? Pour lui, chaque seconde, on voyait, chaque seconde qu'il n'étudiait pas, c'était une souffrance terrible. Il y en a des grands de Torah, quand quelqu'un il est avel, quand il est en deuil, il n'a pas le droit d'étudier tout ce qu'il veut. Il y en a qui disent qu'il n'a pas le droit d'étudier du tout, et qui disent non, il faut étudier, mais que les choses tristes, les lois de deuil, les choses tristes de la Torah. Il y en a qui ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Pour eux, c'est pikuach nefesh, c'est une question de vie ou de mort. D'accord? C'est vraiment comme ça. Alors, ils peuvent étudier tout ce qu'ils veulent. D'accord? Il y a des gens qui sont comme ça, et tellement attachés de la Torah, un jour sans Torah, bon, alors c'est pas notre niveau à nous. Mais il est clair qu'une personne qui n'a ni l'amour de la Torah, il y en a qui ont l'amour de la Torah, mais n'ont pas les capacités intellectuelles. Ils ne peuvent pas s'asseoir longtemps. Il y en a qui ont la capacité intellectuelle, mais ils n'ont pas l'amour de la Torah. S'il y a les deux, alors que ce type-là, il peut savoir qu'il est béni, parce qu'il fait partie de l'élite du peuple d'Israël, c'est évident, quoi qu'on dise, c'est l'élite du peuple d'Israël, et qu'il étudie jour et nuit, et qu'il devient un grand Talmid Chacham. Ça, c'est clair. Ceux qui ne sont pas, comme je dis, qui n'ont pas les capacités intellectuelles ou physiques de s'asseoir, ou n'ont pas l'amour de la Torah qui est aussi grand, d'être motivé à étudier 10 heures par jour, 8 heures, etc., alors qu'ils fassent un mi-temps. Qui trouvent un travail dans un endroit qui est cachère. Et c'est pas facile, parce qu'on peut pas, on n'a pas le droit de faire des choses qui sont interdites, d'accord? Tu fréquentes un endroit où il y a des mini-jupes qui se baladent toute la journée, tu peux pas ne pas regarder de temps en temps, c'est impossible. Donc un endroit qui est cachère. Et alors, il fera ce que Dieu lui a demandé. On ne peut pas demander à quelqu'un qui n'a pas les moyens de le faire, de faire une chose qu'il ne peut pas faire. Dieu ne vient pas, Bétron ne vient pas maintenant accuser les gens de choses qui les dépassent. Dieu, il est juste. On ne va pas demander à un poids plume de porter un poids lourd. On ne va pas demander à un poids lourd de porter un poids plume. D'accord? Un poids lourd, il doit porter des poids lourds. Un poids plume, il doit porter des poids plumes. Donc quelqu'un qui n'est pas fait maintenant pour être avraire, c'est-à-dire pour étudier toute la journée, donc il fasse un mi-temps. Néanmoins, il est clair qu'il faudra 1, 2 ou même 3 ans de yeshiva pour avoir le minimum, on va dire 1 an. Le SMIC du bon juif, c'est déchiffrer une page de Gemara. Si quelqu'un ne sait pas déchiffrer une page de Gemara, il est handicapé.
C'est comme un analphabète. D'accord, dans le monde de la Torah, il peut rien faire. Il peut qu'aller des cours, que des cours vidéo comme les miens, des cours à la noix, ou des cours mieux peut-être, d'accord, ou des cours à la synagogue, d'accord. Mais il est passif et il restera très très limité. La faculté de savoir déchiffrer une page de Gemara, c'est la clé qui permet d'aller dans tous les bouquins de Torah qui existent. Il y en a plus de 100 000, tu es libre. Tu peux aller partout. Tu es autonome. Et là, c'est énorme. Donc, on conseille beaucoup à chaque juif de prendre au moins 1 an de sa vie. C'est pas énorme. Tu as fait 12 ans de bagne pour le bac. Après, tu as encore 40 ans de bagne pour ramener de quoi manger à la maison. Prends un an de liberté pour ton neshama, pour toi-même, pour arriver à un niveau qui permettra après d'être autonome. Après, tes enfants, tu les verras dans le juif. Papa, c'est quoi Baba Metzia? C'est qui? C'est le cousin de Baba Salé? T'as Baba Issa et Baba Salé, d'accord? C'est pas... Les gens, ils font un minimum de connaissances. En mi-temps, ils ne continuent pas à apprendre? Un mi-temps ne pourra jamais réussir à accéder à l'autonomie. C'est extrêmement dur. Ouais. Parce que c'est un mur. L'autonomie, il faut plonger dedans. C'est comme les pâtes, le principe des pâtes. J'ai expliqué ça souvent, d'accord? Les gens au collège qui font que le matin et l'après-midi, Ils ont eu d'abord 1, 2, 3 ans. Ils sont arrivés à une autonomie. Après, il y a une montée. J'ai expliqué. C'est le principe spaghetti. C'est quoi le principe spaghetti? Je vais faire des pâtes. Pour faire des pâtes, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire bouillir de l'eau. Je mets à bouillir de l'eau pendant 2 minutes. Après, j'éteins. Après, je mets à bouillir pendant 2 minutes. Après, j'éteins. J'éteins pendant 10 minutes. Je reviens après 10 minutes. J'arrive pendant 2 minutes. J'éteins. Jamais j'aurai des pâtes. Parce que bien que, en fin de compte, j'ai peut-être laissé allumer ma casserole pendant 1 semaine, je l'ai fait jouer comme ça, elle était allumée pendant 5 heures de suite. 5 heures, pas de suite, en discontinu, mais 5 heures. L'eau, elle n'est pas à bouillir, normalement elle aurait dû déjà s'évaporer complètement. Vu que c'est en discontinu, tu perds tout l'effet escompté. Quelqu'un qui lit la Torah en discontinu, alors c'est bon, c'est très bien, mais arriver à franchir le mur qui est de cuire les pâtes, ça veut dire d'arriver à déchiffrer une page de Gemara, c'est presque impossible. Il faut plonger dans la marmite pendant 1 an. Quelqu'un qui commence à 0. Pendant 1 an, il plonge dans la marmite, il devient autonome. Et là, il a gagné le gros lot. Il peut aller où il veut, il est autonome. Ça, c'est nous conseillons à tout le monde, d'accord? Arriver à dépasser le stade du type analphabète ou mutilé. Après, s'il voit qu'il aime ça, et qu'il a les capacités intellectuelles et physiques de le faire, alors c'est idiot, vraiment dommage, haram comme on dit, c'est le plus grand gâchis qu'on pourrait faire. C'est l'histoire du le Natsiv de Vologine, un des grands rabbins du peuple juif qui a écrit un livre qui s'appelle Emek She'ela. Emek She'ela, les profondeurs de la question. D'accord? C'est un commentaire sur le Chumash, très grand. Il s'appelle le Natsiv, c'est Nathan Tzvi Yehuda Berlin. Je vous souviens bien. Nathan Tzvi Yehuda Berlin, on en dit, l'approbation, c'est Natsiv. Quand il a sorti son livre, Emek She'ela, il a fait un grand festin. Il était très très heureux. On m'a dit, ok, il a sorti un livre, mais c'est quoi toute cette fête-là? Il dit, vous ne vous rendez pas compte. Je peux raconter. Quand j'étais petit, j'étais un des petits frères de la famille. J'étais un cancre. Un cancre. À l'école, je m'amusais, les taquets, les machins, pas étudié. Puis un soir, j'ai surpris mon père qui a parlé à ma mère, qui a dit, le petit Nathan Tzvi, je ne sais pas ce qu'on fait avec lui parce que je vois qu'il ne faut rien à l'école et peut-être on va le sortir. Bon, il sera pas un chacham, il sera un bon juif, voilà. Je l'amène demain chez le cordonnier. Et bon, il sera un bon cordonnier juif, il étudiera son Daf Yomi le soir, il ira à son shiur, à son cours de Torah quotidien, et il éduquera ses enfants dans la Torah. Bon, il ne sera pas un Talmid Chacham, mais au moins un bon juif. J'ai entendu ça, je suis rentré en courant dans la cuisine, j'ai dit non, je veux pas être cordonnier, dès demain je serai un bon élève. Et dès ce jour, j'étais bon élève, je commençais à étudier bien. Et je suis venu, aujourd'hui, j'ai pu, après quelques dizaines d'années, sortir ce livre, Emek She'ela. Imaginez que non, je serais allé dormir, je n'aurais pas surpris mon père en train de parler avec ma mère. Le lendemain matin, mon père me dit, viens mon fils, qu'est-ce qu'il y a? T'es pas à l'école aujourd'hui? Volontiers, on va où? Chez le cordonnier. Ah, sympa, qu'est-ce qu'il y a? On va voir un peu peut-être. Il va te montrer un peu, peut-être tu vas travailler avec lui, tu auras un peu d'argent. Ah, j'aurai de l'argent, sympa, je pourrai acheter des bonbons, tout ça. Pas d'école, je pourrai acheter des bonbons, la belle vie. Et j'aurais commencé à être cordonnier. Je suis un bon cordonnier, consciencieux.
Et puis après, j'aurais ouvert ma propre cordonnerie. Et qui sait, peut-être j'aurais ouvert une chaîne de cordonnerie. J'aurais beaucoup d'argent, j'aurais invité les pauvres chez moi à la maison, j'aurais beaucoup de tzedaka, de tenir les yeshivot, j'aurais éduqué mes enfants dans la Torah, mes enfants auraient été à l'yeshiva. Et comme ça, après 120 ans, je suis sur mon lit en train d'agoniser, j'ai ma famille, mes enfants, mes petits-enfants tous autour de moi. Au Hachem, je pars, tranquille au paradis. J'étais un bon juif exemplaire, je n'ai fait de mal à personne, j'ai toujours été honnête, j'ai aidé les gens. Au Hachem. Tov, ding dong, je passe dans le Olam Haba, on m'enterre et j'arrive devant la porte. Là-bas, il y a un ange. À droite, paradis. À gauche, enfer. On fait la queue. Arrive mon tour. Votre nom, s'il vous plaît. Nathan Yehuda Tzvi Berlin. Ouais, hein? À gauche, en enfer. Attendez, il y a une erreur. Vous avez bien vérifié. Bon, c'est vrai que mon nom n'est pas trop commun. David ou Moshe, c'est 3 noms. Nathan, si vous êtes trompé de... Vérifiez bien. Monsieur, ici, on est au Olam Haba, on ne se trompe pas. Bon, je vais vérifier si vous voulez bien. Non, c'est bien ça, en enfer. Mais c'est pas possible. J'ai fait ma vie, j'ai fait un tzaddik, j'ai donné de l'argent, tzedaka, j'ai toujours été... Fait que du bien, c'est impossible, il y a une erreur. Qu'est-ce que j'ai fait? Assassinat. Assassinat? Alors là, c'est certain. Il y a une erreur, faut être certain, moi, ça. Même un cafard tué comme ça, je n'osais pas. J'appelais ma femme, d'accord? Jamais de la vie. Il y a une erreur. Assassinat. Mais qui j'ai assassiné? J'ai assassiné le grand de la génération. Alors écoutez, je croyais que dans ce monde-là, Olam Haba, il y a tout le monde de vérité, on dit, Olam Haemet. Mais c'est pas possible. Il y a une erreur. Il y a un recours, quelque chose, c'est pas possible. Mais qui j'ai tué? Le grand de la génération. Et là, on aurait vu tout à coup mon image. Voilà, l'auteur de Hamek She'ela, vous l'avez assassiné. Cet homme-là, qui était un des grands de Torah, qui a amené ce livre tellement grand dans le peuple d'Israël, vous l'avez assassiné. C'est bien, t'es cordonnier, t'as des cordonneries, tu donnes de l'argent, t'es tzaddik, tout ce que tu veux, mais regarde qu'est-ce que t'as raté. C'est pour ça que je fais une grande fête aujourd'hui. Que Baruch Hashem, Dieu a fait que j'ai entendu, j'ai la réaction qu'il fallait au bon moment. Donc, qui c'est sur nous, qui nous devons être? C'est pas facile. On doit tout faire pour tenter d'être un Ben Torah. Quelqu'un, à Kolel Mas, qu'on est en français, quelqu'un qui s'adonne à l'étude de Torah. C'est le gros lot de ce monde. C'est la raison pour laquelle le monde a été créé. Ben, tout le monde va le reconnaître. Aujourd'hui, à cause de l'exil, à cause de la malédiction de Esav, d'accord, Esav qui a touché la jambe de Yaakov, alors on est tout au bas de l'échelle sociale. Les Torahs sont tout au bas de l'échelle sociale. C'est normal. C'est pas dire que c'est quelque chose de mal. C'est le top de la prunelle des yeux d'Hachem. Le monde a été créé pour la Torah, comme c'est marqué Bereshit, pour la Torah qui appelée Bereshit, le monde a été créé. Alors, et où la Torah? Pas chez les cordonniers, pas chez les bacs plus 7, et à la yeshiva. Donc celui qui peut maintenant se convaincre de ce que je dis et devenir un Ben Torah, il a gagné le gros lot, sans absolument aucun doute. Maintenant, il peut pas. Physiquement, il peut pas. Intellectuellement, il peut pas. Financièrement, il peut pas. Financièrement, il peut. On peut. Vous me direz, mais comment je vais faire après 8 enfants? Tu commences. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu as tenu quelques bonnes années. Ce que tu as gagné, ça vaut des millions de milliards. Des millions de milliards. Après, tu feras une petite formation, on a plein. Tu fais un petit métier, tu fais un mi-temps. Mais tu es déjà un Tamid Chacham. Tu peux aussi rentrer dans l'enseignement. Aujourd'hui, dans le monde français, il y a un grand besoin d'enseignants. Tu peux faire des métiers qui sont la Kedusha, Sofer, Shochet, Moël. Il y a des débouchés. Évidemment, être le bac plus 7 avec ton Audi, tu ne seras pas. D'accord? C'est vrai, mais il faut choisir entre le monde de la poudre aux yeux ou le monde de la vérité. Celui qui ne peut pas, alors comme je dis, qu'il fasse au moins le SMIC, qu'il apprenne à être autonome en Gemara, et après il fera un mi-temps. Ceux qui sont encore moins que ça, qui ne savent même pas c'est quoi la Torah. Alors je sais trop leur conseiller de venir et faire, alors même comme j'ai un petit camp d'été, déjà pour apprendre un peu des bribes de ce que c'est. Si possible, tomber amoureux un peu Torah, d'essayer de... On avait une fois un médecin, un garçon qui a fait un séminaire avec nous, il voulait venir à Yeshiva. Ses parents sont beaucoup opposés, et il n'a pas tenu le coup, et donc il a fait des études de médecine, il est sorti le numéro 2, l'aura numéro 2 de toute la France. Une grosse tête.
Chaque fois qu'il avait des vacances, durant tous les 8 ans de médecine, chaque fois qu'il avait des vacances, il venait à la yeshiva. Chaque fois qu'il y avait des vacances. Bon, bah aujourd'hui, c'est un Talmid Chacham. C'est pas... Il aurait pu être des dizaines de fois plus. Je ne sais pas si vous m'écoutez maintenant sur Internet, d'accord. C'est un grand médecin, c'est un grand Talmid Chacham, il fait des rabbanou, il est doué, d'accord, il fait rabbanou sur ça, il fait des smichot, nous, comment on appelle ça, une smicha? Ouais, il grade dans le rabbinat, d'accord, il se fait examiner des examens de Bourret rabbin, il a reçu 1 après 2, 3, etc. Donc c'est un Talmid Chacham déjà, on peut dire sans aucun doute, mais il aurait pu être peut-être un des grands dirigeants du peuple juif, en tout cas dans le monde francophone, c'est clair. À mon avis, c'est raté, c'est dommage. Alors c'est un grand médecin, c'est un Talmid Chacham aussi, mais il aurait pu être beaucoup plus grand. En tout cas, ce qu'il a fait pour les gens qui n'ont pas le choix, venir chaque moment de libre, mettre beaucoup de Torah, parce que c'est l'essentiel de la vie. Voilà, il y a une réponse, il y a d'autres critères. Alors comment Pirkei Avot, c'est dit qu'il faut travailler. Oh, très bonne question. Le Pirkei Avot, Peksim des Pères, est réécrit par Maïmonide dans les lois de Talmud Torah et réécrit dans Shulchan Aruch, les lois de Talmud Torah. Que celui qui fait qu'étudier sans travailler, c'est une Torah qui amène le péché, qui amène le vol, il éteint la lumière de la Torah, c'est la fin de la religion. Je vous dis à peu près essayer des trucs comme je parle exactement, c'est un chilou Hashem, enfin toute une sorte de malédiction terrible. Que c'est pas normal, on ne doit pas être en train d'étudier et on se nourrit de l'argent que les gens nous donnent. C'est très grave. Oui, mais déjà à l'époque de Maïmonide, d'autres grands rabbins ont dit autrement. Et le Beth Yosef, donc l'auteur du Shulchan Aruch, celui qui tranche la halakha, il prouve par A plus B que ce qu'on a écrit, c'est grand, c'est en situation normale du peuple juif. C'est-à-dire, on est sur notre terre. Tout le monde est religieux. Ok, alors ça va. Si chacun va faire maintenant moitié travail, 3-4 heures le matin, travaille dans son champ, il fait sa cordonnerie, puis après il va étudier encore 6 heures durant la journée, tout à fait honnête, c'est très bien. Mais aujourd'hui, c'est pas toute la situation, on est en exil. Beaucoup de juifs sont en voie d'assimilation. La Torah est attaquée sans cesse. La situation est très difficile, même au niveau du gagne-pain. S'il n'y a pas maintenant une poignée du peuple juif qui va être destinée à l'étude de Torah jour et nuit, la Torah va s'oublier du peuple d'Israël, et s'il n'y a plus de Torah dans Israël, il n'y a plus d'Israël. Il n'y a plus d'Israël. Donc c'est une obligation, priorité numéro 1, avant tout, avant l'armée, avant tout ce qu'il peut y avoir, c'est ça notre garantie de pérennité. Qui est une équipe, une poignée de juifs, plus il y en a, mieux c'est, parce que je vais dans ce sens-là. C'est Grande Torah depuis 5 siècles qui disent ça, d'accord ? Qu'il faut qu'il y ait une poignée, d'ailleurs on appelle une ville, si dans la communauté il y a au moins 10 personnes, des batlanim, c'est-à-dire qui ne travaillent pas, et sont à donner aux frais de la communauté à l'étude de Torah jour et nuit. Déjà, dans le Talmud, c'était comme ça. Bon, aujourd'hui, on veut développer cela plus parce que, qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi l'image du peuple juif aujourd'hui ? 80% qu'on connaît de juifs, parce qu'il y en a beaucoup qu'on ne connaît même pas comme juifs, qui sont en voie d'assimilation, déjà on ne sait même plus qu'ils sont juifs, et eux même très souvent ne le savent plus. Et ceux qu'on va dire qu'ils se disent encore comme juifs, 80% ne font pas Shabbat. Les 20% qui restent, 80% sont très light. Des 20% qui restent, des derniers 80%, ils sont très sérieux dans l'étude de Torah, très sérieux dans leur pratique de la Torah, mais ils ne sont pas donnés à l'étude de Torah plein temps. 20% d'entre eux. 20% d'entre eux, je dis approximatif, 20% d'entre eux, ça te donne à l'étude de Torah jour et nuit. Mais 80% d'entre eux sont des tordus, j'exagère. 50% d'entre eux sont des tordus. Il y a des tordus aussi parmi eux, d'accord, je suis méchant. 30% d'entre eux sont tordus. Là, 70%. 70% de 20%, de 20%, de 20% du total. C'est même pas 1%. C'est pas un demi-pourcent. Sur ça, Am Israël tient. Sur ça, Am Israël tient. S'il n'y a pas ça, il n'y a plus le peuple d'Israël. Donc les grands de la Torah, comprenant cela, on dit il y a une priorité. Bien que c'est une situation anormale. Pourquoi c'est anormal ? Parce que tu dois travailler. Aujourd'hui, comment on vit ? C'est les femmes qui vont travailler. C'est pas normal. Une femme doit être à la maison. C'est ça, idéalement. On vit maintenant en situation anormale. Tu comprends ? Tu peux vivre dans une situation normale. Tu es maintenant sur Terre, il y a de l'oxygène. Tu respires, tout va très bien. Tu te mets sous l'eau. Respire sous l'eau. Ça ne marche pas.
Tu dois un tuba. Et puis pour marcher, il te faut des palmes, un maillot de bain. Quelqu'un, tu vois, maintenant rentrer à la yeshiva ici avec un tuba, des palmes et un maillot de bain. Il dit, oh, t'es où? Mais mon cher ami, je ne sais pas si elles sont normales. Tout dépend, est-ce qu'on est en situation normale ou anormale? Ami, c'est en situation anormale. On sort d'une Shoah physique. On sort d'une Shoah spirituelle. On comprend que le dernier siècle, la majorité écrasante des millions de juifs ont quitté la Torah. Des millions de juifs. Peut-être 10 millions ont quitté la Torah pour le communisme. Qu'est-ce qu'il reste du communisme? Rien, zéro. Ou alors, mort. C'est terrible. D'autres ont quitté pour le sionisme athée. D'autres ont été gazés, d'autres ont été mis dans les goulags. Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste? Presque rien de rien. C'est un miracle aujourd'hui qu'il y a un monde de Torah. C'est le plus grand miracle de tous les temps, je pense. Celui qui fait partie du miracle, alors il amène le Mashiach, c'est clair. Une question, c'était? Non. Ok, donc ce que tu dis est vrai, mais c'est à l'époque du Maxime des Pères. Le Rambam dit comme ça, Shulchan Aruch aussi, mais déjà Shulchan Aruch, il écrit que à la Chalema, c'est au niveau de l'action, on n'agit pas comme ça, on agit comme on dit les grands de la Torah déjà il y a 7 ou 8 siècles. Il est obligatoire maintenant qu'il y ait des Juifs qui soient donnés l'étude de la Torah. La communauté doit leur donner de l'argent pour qu'ils puissent étudier. C'est le principe des yeshivot. Et des femmes qui travaillent aussi. Qui grâce à elles, on sort d'exil. C'est marqué grâce aux femmes tzadkaniot, on est sorti d'exil, d'Égypte. Je peux dire, aujourd'hui, grâce aux femmes tzadkaniot, on sort de cet exil-là. Des femmes vertueuses, héroïques. Elles font des enfants. La natalité en Israël, c'est 7,2 par famille. Elles travaillent. Elles ont 3 travails. Le travail pour amener de l'argent, s'occuper de la maison, s'occuper des enfants. Le mari met la main à la pâte aussi, c'est pas facile. Et tu parties d'une élite, c'est être dans le commando. Le commando, c'est pas le hamac en 2 cocotiers. C'est le commando. C'est bon, messieurs? Alors, on vous souhaite tous faire partie de l'élite des commandos, Bezrat Hashem. Baruch Adonai, Roman Vahameh.